Deuxième vidéo concernant le chapitre 8, compteur et registre. Alors, avant d'entamer cette deuxième petite vidéo-ci, on va faire un petit rappel sur les compteurs et registres que nous avons vus lors de la dernière vidéo. Donc, compteur, ça sert à quoi? Tout simplement à compter notamment des impulsions qui sont fournies par un capteur. J'avais donné l'exemple la dernière fois d'un capteur qui détectait le passage de bouteilles devant lui tout simplement, et chaque fois qu'une bouteille passait devant ce capteur-ci, il envoyait une impulsion qui était comptée à l'aide d'un compteur. On pouvait donc déterminer le nombre de bouteilles qui étaient passées devant le capteur, ou on pouvait aussi décompter le nombre de bouteilles qu'il restait à faire passer devant le capteur pour remplir une boîte par exemple. Donc nous avons la possibilité de compter ou de décompter. Au niveau des compteurs, nous avons la première famille qui sont les compteurs asynchrones. Alors comment est-ce qu'on reconnaît que c'est un compteur asynchrone? Asynchrone voulait dire que chaque élément était mis en série et donc tous les temps de commutation et de transition de chaque bascule étaient additionnés parce que chaque bascule travaillait l'une après l'autre. D'accord? Alors, on voit bien ici la structure en cascade, donc en série de chaque bascule. Donc on peut déjà dire que c'est un élément asynchrone. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît que c'est un compteur et pas un décompteur? Eh bien, parce que c'est la sortie Q de chaque bascule qui est reliée à l'entrée clock de la bascule suivante. Donc, quand la sortie Q d'une bascule est reliée à la clock de la bascule suivante, on sait qu'on a affaire à un compteur. D'accord? Nous avons ici un compteur asynchrone, compteur binaire. Alors pourquoi binaire? Parce que chaque bascule possède un certain poids binaire ici que nous avons représenté par la lecture tout simplement des sorties de chaque bascule. La première bascule est la bascule qui se situe le plus à droite, et cette bascule-ci possède le bit de poids le plus faible, c'est-à-dire le LSB, le Less Significant Bit. Donc sa sortie sera exprimée en valeur 2 exposant 0. D'accord? La bascule suivante, c'est la bascule de poids supérieur au niveau binaire, donc elle aura un poids de 2 exposant 1, et ainsi de suite jusqu'au 2 exposant 2 et 2 exposant 3, lorsque nous avons, comme ici, 4 bascules les unes derrière les autres. Alors 4 bascules me permet de compter 2 exposant 4 combinaisons, ce qui fait 16 éléments, et donc si je peux compter 16 combinaisons, 16 éléments, je sais chiffrer les éléments de 0 à 15. 0 étant compté comme un élément. Donc 4 bascules me fait 16 combinaisons, je peux donc compter de 0 à 15 tout simplement. Très important de savoir déterminer les valeurs à calculer, les valeurs que l'on peut compter avec un compteur. Nous avons ici le chronogramme, ça on l'a vu, et l'élément suivant que nous avions vu, c'était le décompteur, cette fois-ci binaire asynchrone, asynchrone de la même manière que le compteur parce que les éléments sont mis en série et donc on additionne les temps de commutation de chaque bascule. Ici nous avons affaire à un décompteur et pas un compteur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la sortie Q bar de chaque bascule qui est reliée à la clock de la bascule suivante. Donc de ce fait-là, on sait qu'on a une valeur de décompteur. Toujours binaire pour la même raison, chaque bascule possède une certaine valeur binaire qui lui est associée. Le chronogramme est ici présent aussi. Si vous ne savez pas le fonctionnement de la bascule, je vous invite de nouveau à vérifier et à regarder la vidéo précédente. Et nous avions aussi la troisième type de compteur que nous avions vu, c'était le compteur des compteurs. D'accord? Comment est-ce qu'on le reconnaît celui-ci? Tout simplement parce que entre chaque bascule, je viens positionner deux portes et une porte OU. Alors, à quoi servent ces portes logiques-là? Je rappelle, c'est tout simplement pour déterminer le fonctionnement de mon compteur-décompteur, soit en compteur, soit en décompteur, en fonction du signal que je vais appliquer sur la ligne ici up-down. D'accord? Donc, ce compteur-décompteur-là, le nom n'est pas marqué, mais c'est également un compteur-décompteur asynchrone, parce que chaque élément est mis en cascade par rapport au suivant. D'accord? Donc, toutes les bascules sont mises en série. De nouveau, on additionne les temps de commutation. D'accord? Alors, on avait vu que ça pouvait causer souci si on devait associer ce compteur-là ou ce décompteur-là à un élément suivant qui est très rapide, parce que cela pourrait fausser l'information. Donc, un deuxième type de compteur a été mis au point, ce sont les compteurs dits synchrones. D'accord?
et nous en étions arrivés là lors de la dernière vidéo. Donc, le compteur synchrone, c'est quoi? Ce genre de compteur est également appelé compteur parallèle. Donc, le point précédent, c'était des mises en série de bascules. Ici, on va tout simplement les mettre en parallèle. D'accord? Parce que chaque bascule, on va le voir, travaille pas de la même manière, mais en même temps. D'accord? Donc, les impulsions à compter sont appliquées simultanément à toutes les bascules et toutes celles qui doivent changer d'état le font en même temps. Les retards de propagation de signaux ne sont pas cumulés cette fois-ci, comme dans les compteurs asynchrones. Alors le fait qu'une bascule commute ou reste dans le même état dépend des signaux logiques appliqués aux entrées J et K. Okay. Alors, la bascule est présente à la page suivante, qu'on va voir ici tout simplement, page 62, d'accord. Alors on reconnaît ici 1, 2, 3 et 4 bascules JK-MS, donc bascule maître-esclave de type JK. La seule différence par rapport aux premières bascules qu'on a vues, c'est qu'ici, nous n'avons pas une seule entrée J, une seule entrée K, nous avons des entrées J et K multiples. Donc on a J1, J2, J3, K1, K2, K3 sur chacune des bascules. Bon, le fonctionnement est quasiment identique, hein. Je rappelle, pour que la bascule puisse changer d'état lorsque je lui applique un signal d'horloge, il faut que toutes les entrées J et toutes les entrées K soient à 1. D'accord? Si toutes les entrées, ou au moins une entrée J et au moins une entrée K sont à 0, ben ça veut dire que je vais me retrouver de nouveau dans le cas de la fonction mémoire, et donc la bascule va rester verrouillée. Okay. Donc, si j'applique 1 sur toutes les entrées, la bascule peut basculer à la détection d'une entrée, d'une impulsion sur l'entrée clock, c'est-à-dire un flanc montant et un flanc descendant d'horloge. Par contre, si au moins une entrée J et au moins une entrée K sont à 0, je vais entraîner le fonctionnement mémoire de ma bascule. Okay. Alors, les chronogrammes ici sont identiques à ceux des compteurs asynchrones, donc c'est-à-dire que si on a un compteur, de nouveau, on va avoir le même chronogramme que précédemment, et si on a un décompteur, ben, de nouveau, je remonte ici, nous allons avoir le même chronogramme que le décompteur. Donc les chronogrammes sont exactement identiques, donc je ne vais pas les redessiner avec vous, par contre on va étudier le fonctionnement en détail, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, la bascule A change d'état à chaque impulsion appliquée à l'entrée de l'horloge. B commute lorsque A vaut 1 au temps précédent. Dès lors, la sortie Q de A doit être connectée à J1 et K1 de la bascule B, pour éviter qu'elle ne bascule lorsque A est égal à 0. Alors, de plus, C devant changer d'état uniquement lorsque A et B sont à 1, une connexion reliera les sorties A et de B, c'est une fonction E, aux entrées J de C et K de C, de sorte que C ne changera d'état que toutes les 4 impulsions. Les connexions de D sont obtenues de la même manière. On remarque l'avantage des entrées multiples J et K offertes sur certaines bascules. Alors ça paraît un petit peu complexe quand on ne fait que lire la description. On va regarder maintenant en appliquant des valeurs tout simplement à compter sur la bascule. Donc le fonctionnement va être un peu plus simple quand on va étudier ça de manière schématique comme ici. Alors, voici, le câblage il est très simple. Une première bascule que l'on va mettre à droite pour de nouveau déterminer le bit de poids faible. En série de cette bascule-là, je viens placer une deuxième, une troisième et une quatrième. Chaque bascule étant en série par rapport à l'autre. D'accord? Alors, la différence se fait que on avait dit que c'était un compteur parallèle. Parallèle ne veut pas dire que l'on met les bascules en parallèle, c'est tout simplement le fait que, je le dessine, le signal à compter, qui est appliqué ici au niveau de l'horloge, se fait de manière parallèle à chaque bascule. Donc, lorsque j'ai une impulsion qui va apparaître au niveau du signal d'entrée à compter ici, count, eh bien il va être appliqué simultanément à toutes les bascules ici, au niveau de leur entrée clock. C'est de cette manière-là qu'on reconnaît en fait un compteur de type parallèle. C'est pas parce que les bascules sont en parallèle, mais c'est juste parce que le signal à compter est appliqué de manière parallèle à chacune des bascules. Alors, grosso modo, comment fonctionne le système?
comme c'est un compteur au début, ben, nous allons placer tout simplement toutes les bascules à 0. Donc chaque sortie de bascule vaut 0. A vaut 0, B vaut 0, C vaut 0 et D vaut 0. On commence à compter à partir de 0 évidemment. D'accord? Alors ici va apparaître une première impulsion. Donc c'est un flanc montant en flanc descendant. Ok? Donc j'ai une impulsion d'horloge. Cette impulsion d'horloge va être appliquée à toutes les bascules. Alors, au niveau de la première bascule, lorsque j'ai une patte en l'air, ça veut dire que je lui applique 1 au niveau de son entrée. D'accord? Tout simplement. Alors, je peux dessiner ça sur toutes les bascules. Chaque fois que j'ai une patte qui n'est connectée à rien, ça veut dire qu'elle est à l'état logique haut, tout simplement. D'accord? Je peux faire ça sur toutes les autres bascules. Voici. Alors, première bascule, toutes ces entrées J, toutes ces entrées K sont à 1, donc elle va pouvoir basculer dès qu'on va reconnaître un flanc montant. Ici c'est le cas, on vient pas un flanc montant mais un flanc montant et un flanc descendant. Ici c'est le cas, on vient d'appliquer une impulsion d'horloge, donc dès qu'une impulsion apparaît, la cloque ici, pardon, la bascule reconnaît l'impulsion sur sa cloque et peut changer d'état. Donc je vais le dessiner en vert. La sortie ici peut basculer à 1. D'accord? Donc, la sortie A peut basculer à 1, tout simplement. Alors, la bascule B, elle, comme nous avions initialement un 0 sur l'entrée J1 et sur l'entrée K1, ben celle-ci est en fonction mémoire. Donc, quand elle va reconnaître l'impulsion d'horloge, elle ne va pas basculer parce qu'elle est en fonction mémoire à cause des deux zéros que nous lui appliquons sur ces entrées. Donc, elle va, après l'impulsion d'horloge, garder tout simplement sa valeur. Alors, le 0 aussi au début était appliqué au niveau de J1 et de K1 de la bascule C et au niveau de J1 et de K1 de la bascule D. Donc de nouveau ces deux bascules là, comme J1 et K1 et J1 et K1 des deux bascules sont à 0, eh bien elles ne basculent pas et donc elles restent tout simplement à 0 logique. D'accord? Alors maintenant, si j'applique une deuxième impulsion au niveau du signal à compter, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, la première bascule, de nouveau, toutes ces entrées sont à 1, J et K sont à 1, donc elle va pouvoir de nouveau basculer lorsque je vais reconnaître mon impulsion. Ici, c'est le cas, j'ai une deuxième impulsion, les entrées sont à 1, donc ici, la sortie Q rebascule à 0. Donc A repasse à 0, tandis que la deuxième bascule, eh bien, nous n'avions plus 0 qui lui était appliqué, c'était un 1, puisque la bascule venait de basculer. J'ai un 1, je lui applique non plus 0 mais 1 ici, non plus 0 mais 1 ici aussi. Donc j'avais 1, 1 et 1, 1, 1 et 1. Donc ici aussi, lorsque la deuxième impulsion va arriver, la deuxième bascule va pouvoir également changer d'état. Donc le 0 ici devient un 1. D'accord? Alors, troisième bascule, L, ben B il était toujours à 0, donc je lui applique 0 au niveau de J2 et de K2 ici. Et nous avions aussi un 0 qui était appliqué au niveau de J2 et de K2 de la bascule C. Donc, si j'avais 0, 0, 0, 0, malgré que A soit passé à 1 maintenant, eh bien j'ai quand même 0 sur J2, 0 sur K2, donc la bascule C est en effet mémoire, donc sa sortie est à 0. Pareil pour la bascule T, comme nous avions 0 et 0 sur J2, K2, ben, la bascule reste en fonction mémoire également. Ok. Il faudra une troisième impulsion d'horloge pour pouvoir faire basculer de nouveau A, d'accord, qui va basculer cette fois-ci à 1, il va rebasculer une valeur de 1. Cette valeur de 1 va être reportée sur la borne A. B, lui, va rester dans le même état car A était initialement à 0 lors de la lecture de la troisième impulsion, et ainsi de suite, d'accord? C, lui, va rester à 0, D va rester à 0, et donc je vais avoir la valeur numérique suivante. Donc, chaque fois que l'on a une impulsion d'horloge, eh bien, chaque bascule qui possède 1 sur ses entrées
va changer d'état, et chaque bascule qui possède un 0 va rester en effet mémoire. Ce qui fait que je vais compter à chaque fois de manière binaire, et je vais passer, on voit bien ici, la première valeur en binaire était un 0 décimal, la deuxième valeur en vert c'était un 1 décimal, la troisième valeur en bleu ici était un 2 décimal, et je vais compter de cette manière-là jusqu'à ma valeur de 15 ici, puisque j'ai 4 bascules. Je peux compter 16 éléments, donc de 0 à 15. Donc à chaque fois, toutes les impulsions à compter sont appliquées à chaque bascule et ne changent de sortie que la bascule qui possède des 1, uniquement des 1 sur les deux entrées ou les deux types d'entrées J et K. D'accord? C'est le gros avantage de la bascule du compteur binaire synchrone, c'est que là, on va pas avoir de retard, puisque chaque bascule va commuter en même temps, ou rester en effet mémoire en même temps que toutes les autres. D'accord? Alors, nous avons lu la description. Point 4, le compteur BCD, donc c'est ce qu'on appelle le Binary Counter Decade. Alors, le compteur BCD, c'est aussi ce qu'on appelle le compteur modulo 10. On se souvient, au tout début, on avait parlé de compteur modulo 2 exposant n, parce que nous avions un compteur binaire. Ici, on va avoir un compteur décimal, qui va compter en décades. Donc c'est décade c'est 10, donc nous allons utiliser un compteur modulo 10. D'accord? Alors, dans beaucoup d'applications de comptage, on souhaite obtenir le résultat sous forme décimale. Comme il est difficile de transformer les valeurs binaires en décimales, lorsque le nombre d'éléments binaires est important, on utilise le codage BCD. D'accord? Alors, un tel compteur est composé de plusieurs compteurs décimaux appelés décades. Alors, chaque décade, qui représente une puissance de 10, peut compter les impulsions de 0 à 9. Donc une décade, ça permet de compter 10 éléments, donc les chiffres de 0 à 9, tout simplement. Alors, à la 10e décade est remise automatiquement à 0, une impulsion est envoyée à la décade suivante. Pour représenter un nombre de n chiffres, il faut n décades. D'accord? Alors on donne l'exemple ici dans le cours, où j'ai une première décade située à droite qui représente tout simplement les unités. D'accord? Qui vont compter les unités du chiffre 0 au chiffre 9. Une fois que j'ai compté jusqu'au chiffre 9, lors de la prochaine impulsion, on revient à 0 et on envoie ici une petite impulsion vers la décade suivante, qui est la décade des dizaines. D'accord? Alors de nouveau, là je compte jusque 10. Une fois que j'ai fait un tour complet, je renvoie une deuxième impulsion à la décade des dizaines, qui va s'incrémenter également. Alors, une fois qu'on a fait une fois le tour, qu'on a compté de 0 à 9 et qu'on ajoute une impulsion à la décade des dizaines, là, on revient à 0 et on envoie une impulsion à la décade suivante, qui est la décade des centaines. D'accord? Alors, je peux le dessiner sur le côté. Hein. C'est comme un comptage classique décimal, d'accord? Où si j'écris par exemple le chiffre 121, eh bien, le chiffre de poids le plus faible, c'est le chiffre de droite, c'est les unités, celui du milieu, c'est les dizaines, et celui de gauche, c'est les centaines, celui qui a le poids le plus fort. D'accord? Et chaque chiffre peut varier de 0 à 9. C'est ce qui est représenté ici dans le cours, sauf qu'on représente ça par des décades et des compteurs. D'accord? Alors, une décade est composée de 4 bascules, puisqu'elle doit supporter en binaire naturel tous les chiffres de 0 à 9. Le chronogramme suivant montre le cycle du compteur qui est limité aux 10 premières valeurs binaires. Alors effectivement ici, on dit qu'une décade, donc une petite boîte ici, elle est composée de 4 bascules JKMS. Alors pourquoi 4 bascules? Parce que de nouveau, comme on traite d'électronique, il n'y a qu'un seul signal qui compte, c'est le signal binaire. Donc à partir d'un signal binaire, je dois constituer une décade. Donc je dois compter de 0 à 9, ça fait 10 éléments, et pour compter 10 éléments en binaire, il me faut 4 bits. D'accord? Parce que si je compte 3 bits, 3 bits ici, je vais le réécrire un petit peu mieux. Si je compte 3 bits, eh bien 3 bits, ça me fait combien de combinaisons? 2 exposant 3, ce qui me fait 8 combinaisons.
Donc si j'ai 8 combinaisons, ben, j'ai du mal de compter jusque 9, d'accord? Donc il me faut absolument 4 bits pour compter 16 combinaisons. Et donc je sais compter de 0 à 15, donc je sais compter, si je sais compter de 0 à 15, je sais compter naturellement de 0 à 9, d'accord? Mis à part que là, il faudra trouver une petite astuce pour que lorsque j'ai fini de compter jusqu'à 9 et que j'incrémente mon compteur, ben, je revienne à 0, d'accord? Donc je ne vais pas profiter des 16 combinaisons, je vais en utiliser que 10 avec une remise à 0. On va voir comment ça va se passer dans la page suivante, d'accord? Alors, voici le chronogramme de mon compteur binaire. Alors je vais le reprendre de nouveau dans Paint, ce sera plus simple. J'ai mon chronogramme de mon compteur binaire ici. Alors, nous allons voir comment ça fonctionne. Eh bien, c'est de nouveau très simple. À chaque fois que l'on a une impulsion à compter, donc c'est-à-dire un flanc montant, un flanc descendant d'horloge, eh bien, la première décade, qui est la décade des unités, disons, non, pardon, je recommence. Nous avions donc, ici, comme on l'a dit, une décade qui est composée de 4 bascules. D'accord. Donc, nous avons la bascule A, la bascule B, la bascule C, la bascule D. C'est, entre guillemets, ce schéma-ci, d'accord, de compteurs que nous avons vu à la première étape. C'est, voilà, grosso modo, ça c'est une décade, mis à part qu'il faudra rajouter un élément pour que ce soit réellement une décade et pas simplement un compteur modulo 2 exposant n, d'accord. Alors, nous avons donc la bascule A, la bascule B, la bascule C et la bascule D qui sont présentes ici. Ok. Alors, lorsque nous avons une impulsion à compter, comme ici présent sur le diagramme, nous avons une première impulsion numéro 1. Lorsque l'on la détecte le flanc descendant ici, eh bien la première bascule change d'état. On passe de A0 à A égale 1. Okay. Et à chaque flanc descendant, eh bien on va changer tout simplement d'état logique au niveau de notre bascule, au niveau de sa sortie. D'accord. Et nous avons ce schéma-ci. Flanc descendant, je change d'état. Flanc descendant, je change d'état. Et ainsi de suite. Donc ça, vous savez très facilement dessiner le diagramme. La seule différence se fera ici au niveau de la 10e impulsion à compter où nous aurons une petite différence. D'accord. Alors, le signal A, c'est ce qui est transmis à la cloque de la bascule B. Donc la cloque de la bascule B change à chaque flanc descendant. D'accord. Chaque fois qu'on détecte une impulsion d'horloge. Et donc ici, on voit que B est à 0. Flanc descendant, je change d'état. Et ainsi de suite. À chaque flanc descendant, on change d'état. Ok. Ce qui sort de la bascule B est appliqué à la cloque de la bascule C. Donc de nouveau, à chaque impulsion sur B, chaque flanc descendant ici, eh bien, j'ai un changement d'état de la bascule C. C ici est à 0, détecte un flanc descendant, on change d'état, et ainsi de suite. Et de nouveau, ce qui sort de la bascule C est appliqué à la bascule D. Donc à chaque, ici, impulsion détectée au niveau de C, eh bien je change d'état au niveau de la sortie de la bascule D. Donc ici je détecte un flanc montant, je ne change pas d'état. Et puis j'ai un flanc descendant, ici, je change d'état. Okay. Au niveau de la 10e impulsion, ici je vais avoir tout simplement une remise à 0 parce que je ne veux pas profiter, je ne veux pas compter jusqu'à 11, 12, 13, 14, 15. Je veux tout simplement m'arrêter à 10 valeurs, qui est de 0 à 9, donc la 10e valeur est le chiffre 9. Et donc une fois que je dépasse le chiffre 9, en fait je reviens à 0. Donc je remets A à 0, B à 0, D à 0 et C à 0, ce qui correspond en fait à l'état initial. Donc en fait, une fois que je compte 10 impulsions, c'est-à-dire le chiffre 9, je reviens à 0, tout simplement, parce que je veux m'arrêter aux dizaines. Et puis je recommence le même principe. À chaque flanc descendant de bascule, A change d'état. D'accord. À chaque flanc descendant d'horloge, pardon, A change d'état. Et de nouveau, ce qui est en A est reporté à la cloque de B. Donc B, à chaque flanc descendant de A, change d'état. Pareil pour C, pareil pour D. Ok. Alors, on va voir comment intégrer ici la remise à 0 en ajoutant simplement une petite porte logique à notre compteur binaire asynchrone.
Alors, on dit que pour représenter une valeur numérique BCD, il faut plus de bascules que si le nombre est représenté en binaire naturel, car en BCD, on ne profite pas de toutes les combinaisons binaires. 10 pour une décade contre 16 pour un compteur binaire naturel. Donc c'est ce que je vous ai dit, on ne profite pas de la capacité de compter jusque, non pas 15 ici, mais 16, parce qu'on veut une remise à 0 à la 10e impulsion. Donc en fait, si j'utilise 3 bascules, je sais compter jusque 8 éléments. Ça m'embête parce que je veux compter jusque 10, donc je dois rajouter une bascule, mais le fait de rajouter une bascule ne me fait plus compter jusque 8, mais jusque 16 éléments. Et donc alors à ce moment-là, ben, on ne profitera plus des dernières combinaisons. On va s'arrêter à 10. Le codage est plus facile en BCD puisqu'il se fait toujours sur des groupes de 4 bits, alors qu'en binaire naturel, il faudra le faire sur un ensemble des éléments binaires au compteur. Alors, pour afficher des éléments décimaux, eh bien c'est très simple, on utilise ce qu'on appelle un afficheur décimal 7 segments. Vous l'avez tous déjà vu sur par exemple des réveils, des radios-réveils, etc. ou des montres électroniques, pas les smartwatches qui utilisent les écrans LCD, les anciennes montres analogiques. Eh bien nous avons tout simplement 7 segments qui peuvent s'allumer et former des chiffres différents. D'accord ? Alors l'affichage décimal, utilisant des afficheurs appelés 7 segments, et leur décodeur associé est très facile en utilisant des circuits intégrés spécialisés pour cet usage, comme la série 7447. D'accord ? Donc à notre décade, on lui rajoute un petit circuit intégré qui va servir à contrôler tout simplement l'afficheur 7 segments. Okay. Alors, réalisation d'une décade. Comment est-ce qu'on va réaliser une décade? Quelle que soit la technique, il faut 4 bascules pour supporter les 10 valeurs numériques, comme je vous ai dit, bascule A, B, C et D, c'est bien 4 bascules. Alors, le plus simple, c'est la décade asynchrone, qui se base sur le compteur binaire asynchrone, le premier qu'on a vu dans ce chapitre-là. Alors, il faut limiter le cycle naturel du compteur aux 10 premières valeurs binaires, donc je m'arrête à 10. Alors, à cette fin, il suffit de détecter le passage du compteur à la valeur 1, 0, 1, 0. Donc en fait, le chiffre, la 9e valeur, en fait, la 10e combinaison possible, c'est la valeur 1, 0, 1, 0. Ça veut dire que A est à 0, B est à 1, C est à 0, et 1, ici c'est présenté sur la dernière bascule qui est la bascule D. Dès qu'on détecte ça, eh bien, on remet à 0 les bascules. D'accord ? Alors, cela se fait au moyen d'une porte NAND, tout simplement, connectée aux sorties Q de D et Q de B. Son signal de sortie à l'état 0, uniquement après 10 impulsions, est appliqué à toutes les entrées reset de chacune des bascules. On va le voir à la page suivante. Donc, je vais reprendre de nouveau le schéma sur le côté. Pour avoir une décade asynchrone, eh bien, je reprends grosso modo la structure de mon compteur binaire asynchrone, comme on le voit ici. J'ai 1, 2, 3, 4 bascules JKMS mises en série. La clock de la bascule suivante est reliée à la sortie Q de la bascule précédente, donc j'ai mis un compteur asynchrone parce qu'elles sont toutes en série et la clock n'est comptée, l'horloge, le signal à l'impulsion à compter n'est présenté que sur la clock de la première horloge. Et je transforme ce compteur binaire asynchrone en une décade asynchrone en rajoutant ici une porte NAND, tout simplement. D'accord ? Alors, cette porte NAND-ci prend quoi comme entrée? Eh bien, elle prend l'entrée B et l'entrée D. D'accord? Donc, je applique D et B comme entrée au niveau de ma porte NAND, et la sortie est tout simplement reliée à l'entrée clear de chaque bascule. D'accord? Donc dès que je détecte ma valeur 1, 0, 1, 0, ça veut dire que j'ai atteint ma limite, ma 10e combinaison, et donc la valeur ici de 1 sur B et de 1 sur D est détectée grâce à ma porte logique ici NAND, qui va faire 1 fois 1, ça fait 1, inverseuse c'est une NAND, donc j'applique 0 ici. Donc si j'applique un 0 sur l'entrée clear de chaque bascule,
c'est comme si j'appliquais 0 inversé, puisque l'entrée clear est inversée. Donc j'applique bien un 1 comme valeur. Donc dès que j'applique 0 sur chaque clear, les bascules sont remises à 0 et le cycle recommence avec D qui vaut 0, C qui vaut 0, B vaut 0, A vaut 0. Et donc j'ai bien une remise à 0 de chaque bascule et je repars de la valeur 0 en chiffres. D'accord? Donc, je compte progressivement. Une fois, donc je pars de 0, 0, 0. Une fois que j'additionne 1 plus 1 plus 1 plus 1, que j'arrive à ma 10e combinaison, eh bien, je détecte les valeurs 1, 0, 1, 0 sur mes différentes sorties. La valeur D à 1 et la valeur B à 1 sont retransmises à la porte logique qui applique un 0 sur les clears de chaque horloge, sur les clears de chaque bascule, qui remet à 0 toutes les bascules tout simplement. Donc, le fait d'avoir ajouté une petite porte logique NAND ici transforme le compteur binaire asynchrone en un compteur modulo 10 asynchrone. D'accord? Alors l'autre solution, c'est de ne plus travailler en asynchrone mais en synchrone. Donc ici, le compteur modulo 10 est formé à partir de 4 bascules bouclées de manière à réduire le cycle de comptage aux 10 premières valeurs du cycle binaire réel. Naturel, pardon. L'étude de ce dispositif relève de l'étude générale de la synthèse des circuits synchrones, dont la finalité est d'obtenir les équations de bouclage entre les bascules. Alors, vous avez le schéma ici présent en bas de page. Alors, le fonctionnement, il est un peu plus complexe, donc on va pas l'aborder dans le cadre de ce cours-ci. Par contre, vous savez que le schéma, le chronogramme sera identique au chronogramme du compteur binaire, du compteur modulo 10. Donc ce sera ce chronogramme-ci, d'accord? Il est identique. La seule différence est que c'est une décade synchrone, donc chaque bascule ici commute en même temps. Il n'y a pas de temps de propagation et de commutation qui s'additionnent ici. Toutes les bascules commutent en même temps. Voilà, ça termine la partie compteur. La suite du cours, c'est la partie registre. Alors, il y a 3 petites pages. On fera ça lors d'une petite vidéo. Donc, il ne reste plus qu'une vidéo pour terminer le cours qui traitera tout simplement des registres. D'accord? Donc, à tout de suite pour la prochaine vidéo.